Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous. On vous reçoit ce soir pour une conférence qui se tient dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2022. Alors on est très content de pouvoir faire cette conférence et cette Semaine du Cerveau dans des conditions quasi normales, avec un vrai public. Donc on remercie tout le public qui est là aujourd'hui. Donc merci à vous. Donc cette semaine du cerveau a démarré donc le lundi hier et se poursuivra jusqu'au 20 mars. Et nous sommes accueillis ce soir au Quai des Savoirs de Toulouse. Et donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de leur exposition Esprit critique, détrompez-vous, qui aura lieu jusqu'au 6 novembre 2022. Donc n'hésitez pas à venir voir cette exposition. Voilà, donc moi je représente la Semaine du Cerveau et à mes côtés ce soir, il y a Jacques Pie, bonsoir. Jacques, vous êtes professeur de psychologie sociale au laboratoire Cognition, Langue, Langage et Ergonomie à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et vous êtes également président du comité d'éthique pour la recherche à l'Université fédérale de Toulouse. Donc, bienvenue. Et on va vous écouter ce soir sur vos travaux de recherche qui donc se font dans le cadre du domaine judiciaire et tout particulièrement sur ce que sont les témoignages, les témoins oculaires. Et donc, le titre de votre propos ce soir, c'est témoins ou enquêteurs sous influence, tout à fait. La justice a-t-elle raison de douter des témoignages? Donc on vous écoute, merci beaucoup, et puis ensuite on prendra des questions du public. Eh bien, merci pour votre introduction, et puis merci à tous pour être là aujourd'hui. Oui, je crois que la conférence que je vais vous faire s'inscrit bien dans ce thème de l'esprit critique, puisqu'on va voir qu'il peut exister un certain décalage entre les représentations que peuvent avoir les professionnels de la justice, voire le public, et ce que les recherches scientifiques ont pu montrer à propos des témoins. Alors, le titre de la conférence, c'est aussi un petit clin d'œil à un bouquin que j'ai écrit il y a déjà 25 bonnes années avec quelques collègues, Témoins sous influence, qui était paru aux presses universitaires de Grenoble. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve encore, peut-être en bouquinerie. Et pour commencer, je vous propose quelques assertions à propos des témoignages, de la faillibilité du témoignage. Le témoignage est un mode de preuve peu sûr. Il risque pour diverses raisons d'égarer la justice. Donc ça, c'est un propos qu'on trouve dans un traité de droit pénal et de procédure pénale qui a eu un certain succès, puisqu'il a été réédité 15 fois. Le témoignage n'est que la perception d'un fait à travers les déformations résultant de la personnalité et des capacités physiques du témoin. Ça, c'est une assertion qu'on doit à un monsieur qui s'appelle Bénézek, qui est un psychiatre expert auprès des tribunaux, qui a une certaine influence dans ce milieu. La science a irrémédiablement condamné le témoignage brut comme moyen de preuve certain. Il n'a aucune valeur en soi puisqu'il peut contenir l'erreur comme la vérité. Seule une bonne critique peut, en le purifiant de ses mauvais éléments, lui rendre sa valeur probante. Donc ça, c'est une assertion qu'on doit à un dénommé Gorff, un juriste qui a publié sa thèse en 1924 sur une critique du témoignage et qui a eu une grosse influence en France à cette époque-là, en France et au-delà. On le voit cité abondamment, y compris aux États-Unis. Donc, si on s'arrête à ces quelques assertions qui proviennent du milieu judiciaire, on a tendance à se dire que les témoins sont par nature pas très bons, pas fiables. C'est très difficile de tenir compte de leurs propos. Mais il se trouve que les témoignages, ils restent aujourd'hui, comme il y a plusieurs centaines d'années, au centre des enquêtes. Là, je vous présente une étude d'un sociologue de la délinquance qui s'appelle Mukeli, qui travaille dans un laboratoire CNRS d'Aix-en-Provence. Il a publié ça en 2006, mais les données sur lesquelles il a travaillé datent de la fin des années 90. Il a
essayé de décortiquer 102 affaires d'homicide. Et pour chaque affaire, il a essayé de dégager le facteur qui a permis la résolution de l'enquête. Alors, on commence par le bas du tableau. 5% des homicides sur lesquels il a travaillé ont été résolus grâce à des dénonciations. 7% grâce au travail de la police technique et scientifique. Des empreintes digitales, divers indices, traces ADN, etc. etc. 7%. Je ne sais pas si ce chiffre vous surprend un peu. Bon, on est abreuvé de séries télévisées, de films policiers dans lesquels on voit le travail de la police technique et scientifique. Et on a le sentiment qu'en fait, ce qui permet aujourd'hui de résoudre des enquêtes, c'est foncièrement la preuve ADN. Et que sans ADN, ça va être très, très compliqué de résoudre une enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette représentation qu'il y a dans la tête de tout le monde, elle est aussi dans la tête du milieu judiciaire, qu'il s'agisse des avocats, des juges et des policiers eux-mêmes, alors que le travail fondamental des policiers, à quelques exceptions près, c'est pas de travailler sur l'ADN, c'est de travailler en fait sur l'humain, exactement comme on pouvait le faire il y a des décennies et même des centaines d'années. Donc 7% relève du travail de la police technique et scientifique. Ensuite, la ligne suivante n'est pas très lisible, mais il s'agit de diverses investigations en cours d'enquête. Ça représente 11% des homicides résolus, des enquêtes résolues dans l'échantillon de Micheli. Et puis enfin, les trois quarts des affaires sur lesquelles Micheli a travaillé, en fait, ont été résolues grâce à la bonne vieille police de papa. Des enquêtes de voisinage, du recueil de témoignages. Les trois quarts des affaires résolues grâce à ce travail-là. Est-ce que cette recherche, elle présente un caractère exceptionnel? Non. Il y en a d'autres qui confirment parfaitement ces faits-là. Je pense en particulier à une recherche de Broder, qui est un criminologue canadien célèbre, qui a fait une étude comparable avec exactement les mêmes résultats. Et j'ai eu connaissance de la thèse d'un colonel de gendarmerie qui a soutenu sa thèse il y a quelques années, qui a repris ce type de démarche et qui aboutit lui aussi exactement au même résultat. Donc, c'est grâce aux témoignages qu'on résout les enquêtes. Ça donne quand même un contraste assez saisissant avec les assertions que je vous ai présentées à l'instant. En même temps, le témoignage, c'est aussi à l'origine de beaucoup d'erreurs judiciaires. Alors, les erreurs judiciaires, heureusement, il n'y en a pas tant que ça. On pourrait parler chiffres si vous le souhaitez. Bon, globalement, sur la masse des affaires, ça reste relativement marginal, mais ça a une importance sociétale particulière. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Alors, on ne dispose pas d'études françaises sur les erreurs judiciaires. On dispose de plusieurs études américaines. Je vous en présente une qui est un petit peu ancienne, mais qui a le mérite d'être assez complète. Il y en a eu d'autres par la suite. Ratner, en 88, il a travaillé sur 205 cas d'erreurs judiciaires avérées, c'est-à-dire reconnus comme tels par le système judiciaire. Et pour chaque affaire, il a essayé de dégager le facteur à l'origine de l'erreur. Donc en bas, on a les facteurs liés au travail de la police, au-dessus, les témoins. Si on regarde la police, donc 8% d'erreurs judiciaires dues à de simples erreurs. Bon, la police, c'est un travail qui est soumis, comme la plupart des métiers, à l'erreur humaine. On trouve aussi quelques erreurs de la police scientifique. Quelques cas d'identification par la police dus aux antécédents criminels du suspect. C'est le cas où la police a dans ses fichiers un individu qui semble trop bien correspondre au cas de figure. Et ça amène à orienter abusivement l'enquête. 10% de négligence d'un officier de police, 8% d'aveux forcés. Bon, je ne sais pas si ce chiffre-là vous surprend ou pas. Je pense que si on faisait un petit sondage dans la rue,
en demandant aux gens, à votre avis, quel est le pourcentage d'erreurs judiciaires dues à des aveux forcés. Il me semble que l'estimation serait plus forte que ça. Et en plus, on est aux États-Unis où la procédure judiciaire est un petit peu différente, même si les États-Unis, depuis plus de 50 ans, ont adopté un certain nombre de lois pour renforcer la présomption d'innocence. On sait qu'ils ont un système qui n'est pas forcément favorable à des accusés qui manquent de moyens. Et puis quelques cas de faux témoignages des officiers de police. C'est le cas où le directeur d'enquête va écarter certains éléments de preuve, ou va essayer de modifier, par exemple, des témoignages, faire revenir des témoins sur leurs propos. Bon, tous ces éléments liés à la police représentent à peu près 30% des erreurs judiciaires. Et ensuite, on passe aux témoins. 4% de coups montés, 11% de faux témoignages, 52% d'erreurs d'identification faites par un témoin oculaire de bonne foi. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond, par exemple, à un commerçant qui se fait braquer. Bien entendu, il dépose plainte. La police le convoque quelques temps plus tard et lui présente une parade d'identification. En France, on appelle ça un tapissage dans le milieu judiciaire. C'est-à-dire un alignement d'individus qui comprend un suspect et des personnes qui ne peuvent pas être suspectées pour l'affaire en cours. Et on invite ce commerçant à dire s'il reconnaît l'auteur du braquage parmi ces différents individus. On va voir tout à l'heure que c'est une des situations où on relève le plus d'erreurs. On relève le plus d'erreurs avec le risque que ça puisse éventuellement entraîner une erreur judiciaire, même si évidemment c'est un élément parmi d'autres dans l'enquête. Mais bon, on reviendra sur ces éléments-là. D'emblée, moi je voudrais insister sur le fait que si les témoins font beaucoup d'erreurs dans le cadre des parades d'identification, c'est dû essentiellement à la manière dont les parades sont construites. En quelque sorte, on pousse le témoin à l'erreur. Et pas d'une manière volontaire de la part des services d'investigation criminelle. On pousse à l'erreur par ignorance, en fait, des contraintes importantes de cette procédure. Alors, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Pour commencer, j'ai interrogé 20 juges pour leur demander d'essayer d'estimer l'importance qu'ils accordent au tapissage, aux parades d'identification dans le dossier d'un individu suspecté. Donc ils peuvent répondre de 0 à 7, 0 pas du tout déterminante, 7 déterminante. Vous voyez les résultats, il y en a quelques-uns qui considèrent que ça a une importance négligeable, mais la plupart estiment que c'est un élément important dans la procédure. Grosso modo, la moyenne tourne autour de 5, le mode, là où les effectifs sont les plus nombreux également. On peut conclure que les juges, dans leur ensemble, pensent que le tapissage, la parade d'identification, c'est un élément important dans le dossier. Alors, je vous la fais court. Comment on devrait procéder pour faire une bonne parade d'identification? D'abord, il faut commencer par obtenir une bonne description. C'est un psychologue social américain qui travaille au Canada, qui s'appelle Gary Wells, qui le premier a mis en évidence cet élément, et depuis, ça fait l'objet d'un consensus total dans la littérature scientifique. On ne peut pas organiser une bonne parade d'identification si on ne dispose pas à la base d'une bonne description. Au passage, c'est vrai aussi pour des portraits roux, mais c'est une autre affaire. Une bonne description, ça permet de faciliter la détection du criminel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mieux le retrouver grâce à ça.
Et surtout, on va pouvoir sélectionner des individus pour faire partie de la parade qui correspondent à cette description. La description, elle ressemble à quoi? En fait, on sait très mal décrire quelqu'un. Si vous essayez de décrire un proche, vous vous apercevrez qu'en fait, vous allez décrire essentiellement sa silhouette et vous aurez du mal à décrire son visage. Les témoins, c'est exactement la même chose, en plus par rapport à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une activité qui est assez difficile. Pour ce qui concerne le visage, par contre, on peut assez aisément décrire une silhouette. Donc c'était un homme, environ 20 ans, type européen, assez mince, taille moyenne, cheveux bruns, courts, et puis quelques détails vestimentaires particuliers sur le haut du corps. C'est ça une description. Quand un témoin va au commissariat et essaye de décrire le criminel, il va grosso modo fournir ces indications-là. Éventuellement, on va avoir une ou deux indications sur le haut du visage, et encore. Alors, c'est un problème en soi, mais par rapport au paradis d'identification, c'est plutôt un avantage. Parce que sur la base de cette description, on va essayer de trouver des gens qui correspondent à la silhouette. Et pour ça, pour le coup, c'est assez facile. Étant donné que la silhouette, elle correspond à des milliers d'individus. On comprend que tous les gens, tous les membres de cette parade, ils vont devoir correspondre à la silhouette. S'ils ne correspondent pas à la silhouette, la parade est biaisée. S'ils correspondent tous à la silhouette, il va falloir que le témoin ait un souvenir suffisamment précis du visage pour pouvoir identifier le criminel. Vous allez voir comment ça fonctionne. Là, j'ai trouvé une parade sur Internet. Est-ce qu'ils correspondent tous à la même silhouette? C'est en soi discutable. On va faire un petit jeu. Voilà la description qui a été faite du criminel par des victimes. En l'occurrence, c'était des victimes de viols et d'agressions sexuelles. 20-25 ans, taille moyenne, plutôt mince, type latino. Chacun pour vous, vous allez essayer de décider qui correspond le mieux à cette description. Description sommaire, certes, mais elles sont rarement plus élaborées que ça. 20-25 ans, taille moyenne, plutôt mince, latino. Chacun pour soi. Qui pense que c'est le numéro 1? Levez la main bien haut. Qui pense que c'est le numéro 2? 3 personnes. 4 personnes. Le numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le numéro 4. Un petit peu plus nombreux. Relevez la main pour le numéro 1. Bon, je crois qu'on peut considérer que le numéro 1 remporte les suffrages. Bien sûr que c'est lui. C'est le numéro 1. C'est un personnage célèbre, pas par ce qu'il a fait. Bon, c'était à l'origine un délinquant multirécidiviste qui a été accusé donc d'une série de viols et d'agressions sexuelles. Ça ne l'aurait pas fait rentrer dans l'histoire, mais il se trouve que la Cour suprême des États-Unis a pris un arrêté, c'est l'arrêté Miranda, du nom de cette personne, qui a eu une très grande incidence, puisque ça a amené en fait à donner l'obligation d'indiquer aux mises en cause qu'il avait droit au silence, et que la présence d'un avocat était possible dès le début de la garde à vue. Et ça a eu des répercussions mondiales, y compris en France, même si on a pris ce type de décision un peu plus tardivement chez nous. Alors, cette petite situation, elle est intéressante. Bon, là, j'ai été chercher des photos sur Internet, parce que moi, j'ai travaillé sur tout un tas de parades d'identification. Je vous donnerai les chiffres à la suite, mais je ne pouvais pas vous les montrer, parce que ce sont
des pièces d'instruction qui ne sont pas censées se promener sur Internet. Bon, cette petite situation, elle est intéressante parce que c'est le test de base de la qualité d'une parade d'identification. À partir du moment où des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire sont capables, plus que ne le voudrait le hasard, à trouver le suspect dans la parade, vous conviendrez qu'il y a un petit souci. La parade est biaisée. Et donc, si une victime à qui on présente cette parade choisit le numéro 1, qu'est-ce qu'on pourra conclure? On pourra conclure que c'est le numéro 1. Non, on ne pourra rien conclure du tout, en fait. On ne pourra rien conclure du tout, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas savoir si c'est un processus de reconnaissance, en particulier du visage de cette personne, qui a amené à décider que c'était lui qui correspondait au criminel, ou bien si, tout simplement, c'était le seul qui était plausible, en fait, dans la parade. Le seul qui était suffisamment jeune, qui correspondait, grosso modo, au type latino. Bon, les autres aussi sur ce critère-là, plutôt mince, etc. Bon, là, on a un excellent exemple d'une parade foireuse. Bon, c'est pas à cause de cette parade qu'il y a eu l'arrêté Miranda aux États-Unis. C'est passé comme une lettre à la poste, cette parade. C'est sur les droits de la défense, en fait, que ça a fait beaucoup de bruit. Voilà une autre photo de ce monsieur. Alors, moi, j'ai travaillé sur 55 parades d'identification que j'ai été chercher dans les archives de commissariats, de palais de justice, un petit peu partout en France. C'est un exercice assez compliqué parce qu'en fait, normalement, la photo est systématiquement annexée, mais en fait, elle disparaît très souvent. Il y a un vrai problème d'archives dans ce pays. Donc, grosso modo, on trouve une parade pour 15 ou 20 affaires. Guère plus que ça. Et j'ai présenté ces parades à des gens qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, exactement comme vous ici, en leur demandant qui correspond le mieux à la description faite par la victime ou le témoin. On s'aperçoit qu'il y a 80% des parades d'identification qu'on peut considérer comme biaisées. C'est-à-dire que pour 8 parades sur 10, on retrouve le suspect sans rien connaître de l'affaire, tout simplement sur la base d'une description sommaire. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne peut pas être considéré comme un élément de preuve, tout simplement. Le problème, c'est que le milieu judiciaire ne traite pas ces parades avec cette conclusion-là. La parade d'identification, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau dans une affaire judiciaire. Et ça a un certain pouvoir de conviction pour les juges et pour les jurés. Alors, dans un second temps, je me suis posé une autre question, c'est est-ce qu'il peut exister d'autres biais que celui qu'on vient de voir? C'est-à-dire que si tous les individus présents dans la parade correspondent grosso modo à la description, est-ce qu'on peut imaginer quand même d'autres biais? Bon, là j'ai trouvé sur Internet la parade réalisée pour l'affaire Annucci. Donc, la question que je vous pose maintenant, vous n'avez aucun élément de description, trouvez-moi le suspect dans cette affaire. Regardez bien les individus présents sur cette parade et dites-moi qui est le suspect. Chacun pour vous, prenez quelques secondes. Bon, c'est un petit test assez intéressant, parce que qu'est-ce qui peut vous permettre de retrouver le suspect sans rien connaître de l'affaire? Bon, là, je vous ai dit que c'était l'affaire Annucci. Et sans avoir de description de l'individu. Il y a un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles on a travaillé. Bon, pour celle-là, essayez de fixer votre regard sur le regard de chacun.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous trouble? D'accord, donc il y a la direction de regard, mais il n'y a pas seulement la direction. Il y en a un qui est quand même moins à l'aise que les autres dans cette situation. On le voit à ses yeux. Le numéro 3, à l'évidence, il est assez inquiet. Les autres, ils s'en fichent. Ils ont une certaine neutralité. Ben oui, pour le suspect, la situation, elle a une certaine pesanteur. S'il est reconnu, ça risque de mal se passer. Les autres, qui savent qu'ils peuvent pas être reconnus, bon, ils restent très tranquilles. Donc vous aurez compris que Ranucci, c'est le numéro 3. Alors, ça c'est un des indicateurs qui permet de retrouver le suspect dans une parade sans rien connaître de l'affaire. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a le fait que le suspect il se retrouve plus souvent que ne le voudrait le hasard au milieu de l'échantillon. Pour quelle raison? Moi, je me suis longtemps interrogé avec des hypothèses un petit peu psychologisantes sur le besoin comment dire, du suspect de se fondre dans le groupe. Et puis, en fait, en discutant avec les policiers, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait. Le suspect, il arrive dans la salle dans laquelle on va organiser la parade, il prend un numéro, et il va se mettre contre le mur. Derrière, les distracteurs, les autres membres de la parade, vont vers la table, prennent un numéro, et puis, sans trop réfléchir, entourent le suspect. Souvent, les distracteurs, ce sont des enquêteurs, des policiers. Réflexe professionnel, ils entourent le suspect. Bon, et quelquefois, c'est pas sans raison. Il y a quelquefois des vrais méchants. On a vu un suspect sauter par la fenêtre de commissariat, etc., etc. Bon, on peut comprendre le réflexe professionnel, mais ça pose un souci méthodologique par rapport au parade d'identification. Au milieu de l'échantillon, c'est là que le focus va se faire quand on regarde la parade. Ça fait ressortir en quelque sorte le suspect. Et puis on raconte souvent que les policiers ont des gueules de truands, mais c'est pas vrai. On arrive bien souvent à repérer les policiers dans les parades. Et donc on peut déduire qui est le suspect en éliminant les policiers. Tiens, une petite parade de couteau sur une affaire que j'ai expertisée en Suisse. Donc il y a un couteau qui a servi à une agression, un viol aggravé. Dites-moi quel est le couteau qui a servi à cette agression. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7? Bon, déjà, c'est pas la peine de compter. On s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de couteaux qui sont jamais choisis, qui sont pas plausibles en fait dans la circonstance. Puis quelques-uns qui paraissent plus appropriés que d'autres. Et comme par hasard, le méchant couteau, il a fait partie en tout cas des 2 qui étaient les plus choisis. C'est le 4, j'ai vu que le 5 était aussi assez choisi. Bon, même raisonnement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion si la victime identifie le 4? Aucune, à partir du moment où vous avez été aussi capable de la trouver. Quand on teste les parades d'identification avec cette simple consigne « retrouver le suspect », on trouve 59% de parades biaisées. Vous voyez qu'il y a une zone de recouvrement par rapport aux parades qui paraissaient biaisées tout à l'heure. Il y a une nouvelle zone qui apparaît là en marron. C'est celles qui sont biaisées avec cette dernière consigne, mais qui n'était pas tout à l'heure. Donc, tous les gens correspondent grosso modo à la même silhouette, mais on trouve quand même le suspect. Et puis, il ne reste plus que 13% de parades non biaisées. Incroyable, quand même. Quand je présente ça à des enquêteurs,
ça les laisse, on sent une pesanteur dans la salle. Donc près de 90% des parades biaisées, mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça de créer des parades non biaisées, de construire des parades non biaisées. Bon, il faut éviter de mettre des gens sur pied parce que c'est trop compliqué de trouver des distracteurs plausibles. Il faut recourir à des photos d'identification. Ça permet d'avoir un vaste échantillon sur lequel travailler. Et puis, il faut suivre une procédure qui n'est pas très compliquée, en fonctionnant critère par critère pour sélectionner les personnes qui correspondent à la description faite par le témoin ou la victime. Et avec ce type de parade, on a 90% de parades non biaisées. C'est incroyable. On renverse complètement la problématique. Tout à l'heure, on avait 90% de parades biaisées. Là, 90% de parades non biaisées. Pour peu que l'enquêteur parvienne à prendre la décision, lorsqu'il voit que la parade qu'il va faire ne sera pas bonne, qu'il prenne la décision de ne pas la faire. Et ce n'est pas si facile. Parce qu'il y a tout un tas de contraintes, de pressions, etc. Alors, revenons à la question qu'on posait tout à l'heure. Témoin sous influence ou enquêteur sous influence? Est-ce que ce sont les témoins qui ne sont pas bons lorsqu'ils font des erreurs d'identification avec ces parades d'identification, ou est-ce que ce sont les enquêteurs qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour mettre le témoin dans les conditions optimales par rapport à la situation? Je crois que la conclusion s'impose assez facilement. On est jusque-là sur la problématique des parades. Ce qu'on attend d'un témoignage, ce n'est pas seulement l'identification. C'est aussi de raconter les faits, de raconter ce qui s'est passé. Alors, sur cette diapo, vous avez la célèbre courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, des travaux qui remontent à 1885. Et tout le monde a plus ou moins ce schéma en tête. Donc là, en fait, on est sur l'apprentissage. Ebbinghaus apprenait des listes de mots. Il y avait une certaine courbe de rétention, en fait, d'apprentissage. Et puis, il essayait de voir, en fonction du temps qui passe, dans quelle mesure il parvenait à se souvenir des mots qu'il avait appris. Et on voit qu'il y a une chute dramatique, très rapide. Et puis, c'est une asymptote, une sorte de plateau qui parvient, mais avec des chiffres très très bas. Donc c'est cette idée que la mémoire humaine est assez médiocre et qu'on oublie assez vite en fait ce qui a pu se passer. Ça, c'est vrai pour l'apprentissage. C'est pas vrai du tout pour le témoignage. Ça n'a rien à voir. Quelle est la théorie des enquêteurs à propos des témoignages? J'ai interrogé 300 enquêteurs en leur posant une question toute simple. Quel est le taux d'exactitude d'un témoignage? Sur 100 informations fournies par un témoin, combien sont exactes? Quel est le pourcentage d'informations exactes dans un témoignage? Dites-moi ce que vous en pensez. 60%. Qui dit plus, qui dit moins? 20. 40. Lancez-vous. 10%. 5%. Donc là, ça varie de 5% à 60%. Intéressant quand même. Ensuite, j'aurais demandé, parce que toutes les polices du monde fonctionnent de la même façon, on commence par entendre le témoin d'une manière relativement ouverte. On va l'inviter à raconter. Et puis ensuite, on lui pose tout un tas de questions spécifiques. Bon, le problème, c'est qu'on en vient très très vite aux questions spécifiques. Mais dans quel cas de figure le témoin est le meilleur? On va voir ce que nous disent les policiers. D'abord, pour le taux d'exactitude, ils considèrent qu'on a 55% d'informations exactes. C'est pas beaucoup si on y réfléchit bien. Ça veut dire qu'il y a près d'une information sur deux qui est erronée. C'est terrible. Quand on a comme représentation que la matière sur laquelle on travaille au quotidien, parce que le témoignage, c'est le quotidien du policier,
Dans cette matière, on a presque la moitié des informations qui sont erronées. Ça ne donne pas beaucoup d'assurance pour travailler. Ensuite, la théorie de la plupart des policiers, les 2/3 environ, c'est que les témoins vont être plus exacts en réponse à leurs questions plutôt que quand on les laisse parler. Donc, en quelque sorte, s'ils accompagnent le témoin dans son témoignage, ça va améliorer le témoignage. Alors, quelle est la réalité? La réalité, c'est que le taux d'exactitude des témoignages, c'est grosso modo 80%. Bien plus que ce que vous me disiez tout à l'heure. Et quand on regarde, en fonction de la manière dont on recueille ces informations, le taux d'exactitude, lorsqu'on laisse parler les gens, c'est 90% d'informations exactes. Lorsqu'on leur pose des questions, on n'est plus qu'à 70%. Pour tout un tas de raisons. D'abord parce que si on ne respecte pas le cheminement mental du témoin, on va l'inhiber et on risque de l'induire en erreur. Et puis la manière dont on va poser les questions est toujours très problématique. C'est extrêmement compliqué de poser des questions neutres, qui n'influencent pas. Donc on voit qu'il y a un assez grand décalage entre la théorie des enquêteurs et la réalité. Et on voit aussi que la théorie des enquêteurs, vous la partagez assez largement. Alors vous me direz que la plupart des études sur lesquelles mes propos reposent, ce sont des études de laboratoire, faites la plupart avec des étudiants, et même souvent des étudiants de psycho. Peut-être qu'il y a, dans la réalité, les choses sont différentes. Alors, premier chiffre que je vous donne ici, 90% d'exactitude, c'est une revue de questions. C'est-à-dire qu'on a une analyse de toute la littérature internationale pour aboutir à ce chiffre de 90%. Donc, il y a des centaines de recherches de laboratoire qui montrent ça, mais il y a aussi quelques recherches de terrain qui sont assez intéressantes. Je vais vous en décrire deux rapidement. Woolnough et Penklios 2001, ils ont travaillé avec des vidéos de caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'ils ont pu comparer les témoignages avec ce qui s'est passé dans la réalité, tel que capté par les vidéos de surveillance. Ils ont travaillé sur 8 affaires d'agression, ça concernait 19 témoins, 9 victimes, 10 observateurs, 10 témoins extérieurs. 96% d'exactitude. Incroyable, là on est dans la vraie vie, avec des agressions. Bon, des agressions souvent d'importance modérée. Ok, on va voir la suivante. Christiansen et Hubinet, en Suède, à Stockholm. Ils ont travaillé sur des hold-up. Bon, les hold-up, là on commence à faire monter un peu les battements de cœur. Ils ont comparé des témoignages pris entre 4 et 15 mois après les hold-up, ils les ont comparés avec les faits établis par la police. 22 attaques de banque, 58 témoins. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces témoins, on a des caissiers, donc les plus directement concernés par les hold-up, c'est eux qui risquent le plus. 25 autres employés de la banque et puis 13 clients. 89% d'exactitude pour les caissiers, ceux qui sont les plus menacés, 84% pour les autres employés, 76% pour les clients. Étonnant quand même. Donc vous voyez ce décalage incroyable en fait entre la représentation qu'on peut avoir, y compris dans le monde judiciaire, et la réalité. Les témoins, ils sont bons. Vous me direz que certains sont peut-être moins bons que d'autres. Oui, on peut admettre cette hypothèse, mais regardons les études. En fait, il faut arriver à distinguer ce qui relève de la complétude d'un témoignage, le nombre d'informations fournies, et l'exactitude du témoignage. Et ce sont deux notions qui se recouvrent qu'en partie. Donc, soit on cherche beaucoup d'informations, soit on cherche des informations exactes. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir beaucoup d'informations exactes. On verra comment on peut s'y prendre pour ça. Une étude sur les handicapés mentaux. Dans cette étude, donc on a comparé
30 personnes considérées comme handicapées mentales avec 30 adultes sans handicap mental. Je vous ai mis une distribution des scores de quotient intellectuel pour bien comprendre comment on a sélectionné les gens. Alors, les plus problématiques, c'est à gauche du schéma, les 2% qui en fait sont situés à 2 écarts types de la moyenne. En fait, le QI, il est construit de telle sorte qu'on a une moyenne à 100, qu'on a 68% de la population qui se situe entre 85 et 115 en termes de QI. Et puis, de chaque côté de cette masse au centre, on a les extrêmes. Alors, ce qu'on appelle des surdoués, ça, après 130, c'est 2% des gens. Sauf que les mesures ne sont pas très fiables à ce niveau-là. Mais ça fait quand même plaisir aux gens de considérer qu'ils ont des capacités particulières. Et puis, de l'autre côté, il y a un problème de déficience pour ces 2%. Alors 2%, évidemment, c'est compliqué de travailler sur 2% de la population. Donc là, les chercheurs ont un petit peu débordé vers la moyenne. Ils ont pris jusqu'à 80 de QI. Mais il faut dire que tous faisaient partie d'un centre qui accueillait des déficients mentaux. Alors, les résultats. Donc, on fait témoigner sur un matériel, sur un film que les gens regardent, et puis on les interroge, par exemple, 48 heures après. Les handicapés mentaux, ils font des récits plus pauvres que les autres. Moins d'informations. Mais les informations qu'ils donnent, elles sont aussi exactes que les autres. Intéressant quand même. Ensuite, on voit que tous les participants sont moins exacts quand ils répondent à des questions spécifiques. Bon, ça, on l'a déjà vu sur une des diapos précédentes. Mais c'est surtout le cas pour les handicapés mentaux. C'est-à-dire qu'avec ce type de public, il faut au maximum éviter les questions. Et évidemment, c'est très compliqué puisqu'ils donnent moins d'informations que les autres. Et les handicapés mentaux, ils sont particulièrement mauvais en réponse à des questions dirigées, c'est-à-dire des questions qui vont induire un élément d'information qui n'est pas dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils sont plus influençables. En fait, c'est exactement la même problématique avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus de 100 ans. Les premiers travaux, ils remontent à Binet, qui au passage est un des inventeurs du quotient intellectuel, et qui a montré des résultats assez comparables qui ont été répliqués 100 fois depuis. C'est-à-dire que les enfants font des témoignages aussi exacts que les adultes lorsqu'ils font un récit, mais par contre, ils font des récits plus pauvres et ils sont plus suggestibles, ils vont faire plus d'erreurs quand on les interroge. Et pour les enfants, il y a deux paliers importants, c'est l'âge scolaire, 5-6 ans, à partir duquel on peut assez facilement les amener à témoigner. En deçà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a davantage d'approximation, d'invention, etc., etc. On peut travailler à améliorer le témoignage de très jeunes enfants, mais c'est toujours plus compliqué. Et puis le deuxième palier, c'est la préadolescence, une douzaine d'années, à partir duquel on ne voit pratiquement plus de différence par rapport aux adultes, que ce soit en termes de reconnaissance ou de récit. Les personnes âgées, peut-être qu'elles ont des problèmes avec le témoignage. En fait, il n'y a pas de problème jusqu'à 75 ans, en termes de vieillissement normal. À partir de 75 ans, il y a un problème de ressources attentionnelles qui se pose à la fois dans l'observation de la scène, surtout s'il y a des personnages multiples, et puis qui se trouve quand on essaye de verbaliser le souvenir. Pardon. La verbalisation du souvenir, faire un récit à l'oral, c'est très compliqué en fait. Ça demande à accéder à sa mémoire, et en même temps à verbaliser ses souvenirs.
Et là, il y a des phénomènes attentionnels qui interviennent et qui font que, passé 75 ans, il y a une chute des performances. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même de la marge. Donc oui, bon, il y a certains témoins qui sont moins bons que d'autres, mais globalement, même aux extrêmes, en fait, ils sont bons. Alors pour autant, est-ce qu'il faut prendre ce que disent les témoins pour argent comptant? Ben non, évidemment. 90% d'exactitude, ça veut dire qu'il y a quand même 10% d'erreur. Pas toujours facile à déceler. Et puis, on ne peut jamais exclure qu'un témoin mente délibérément, se mente à lui-même, transforme ses souvenirs en fonction de croyances, on le verra tout à l'heure, ou d'une influence externe. Par exemple, un témoin qui lit dans le journal un compte-rendu de l'affaire qu'il a observée et qui voit dans ce compte-rendu, dans cet article de journal, des informations qu'il ne connaissait pas ou qui ne correspondent pas à ce que lui a dans la tête. Il y a des jeux d'influence comme ça qui sont assez réguliers, on l'a montré dans tout un tas de recherches. Donc il faut toujours adopter un regard critique sur le recueil d'informations obtenues. Il faut essayer d'analyser les informations recueillies en termes de mensonges, en termes d'inventions, de faux souvenirs. Je n'aurai pas trop le temps d'expliquer ces éléments-là, mais on dispose quand même de quelques grilles qui ont une certaine solidité. À quel moment il faut faire à la fois ce recueil et cette analyse? Bon, d'abord, il faut bien dissocier la phase de recueil et la phase d'analyse. Et dans presque tous les métiers qui recourent à l'entretien, le professionnel a tendance à assimiler ces deux phases. Donc, quel que soit le statut de la personne auditionnée, que ce soit une victime, un témoin, un suspect, quelles que soient ses caractéristiques personnelles, son âge, sa personnalité, il faut essayer d'entendre la personne d'une manière ouverte, au moins dans un premier temps. C'est-à-dire l'inviter à parler, à raconter, à faire un récit de ce qu'il a vu. Et après seulement, on peut envisager des questions plus précises, voire des questions qui sont destinées à vérifier des hypothèses qu'on peut avoir, y compris sur des hypothèses qui rendent compte d'un doute qu'on peut avoir sur la personne. Tout ça, c'est parfaitement possible dès lors que, dans un premier temps, on a entendu les gens d'une manière très ouverte. Alors, 3 mots sur le travail que j'ai fait avec le Centre national d'études spatiales. Donc, vous savez peut-être qu'à Toulouse, il y a un service qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes spatiaux non identifiés. Bon, les OVNI pour aller vite. Vous avez peut-être vu la série sur Canal+, OVNI. Il y a des gens qui l'ont vu parmi vous? Non? C'est une super série, hein. N'hésitez pas. Surtout la première saison, elle est très, très poétique. Bon, ce service, il reçoit tous les jours, en moyenne, 2 témoignages. Et le travail que ce service du CNES a à faire, c'est d'essayer d'enquêter pour trouver une explication au phénomène que les gens ont vu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Bien souvent, ils ont vu des planètes. Les gens connaissent mal le ciel, sont très surpris qu'il puisse y avoir des objets très lumineux, comme Vénus, comme Jupiter. La Station spatiale internationale, qui passe quand même très régulièrement. Ils voient aussi des avions, et ils voient souvent des lanternes thaïlandaises. Qu'est-ce que c'est qu'une lanterne thaïlandaise? C'est une espèce de ballon de papier avec une bougie qui fait élever en fait la lanterne dans le ciel, et elle se déplace lentement à la vitesse du vent. Alors c'est très étonnant quand on voit pour la première fois une lanterne thaïlandaise dans le ciel, parce qu'on a
un gros point lumineux orangé, rouge, qui se déplace très lentement, et c'est un objet absolument inconnu. C'est-à-dire que ça pourrait avoir la taille d'une grosse planète, sauf qu'on sait bien que les planètes, ça ne se déplace pas comme ça à vue d'œil. Ça ne fait pas de bruit. Quelquefois, la lanterne s'éteint, donc la personne regarde un petit peu partout dans le ciel, et puis elle voit en fait une autre lanterne un petit peu plus loin qu'elle n'avait pas perçue tout de suite. Donc elle infère qu'il y a eu un déplacement extraordinairement rapide de l'objet, et là, il y a la possibilité de commencer à fantasmer un petit peu. Voilà à droite à quoi ressemble une lanterne thaïlandaise de près, à gauche, ce que ça peut donner dans le ciel, étant donné qu'il y a souvent des lâchers de plusieurs lanternes. Les gens font ça d'une manière festive, à l'occasion d'une fête quelconque. Et ça peut donner des formes assez étonnantes, qui se déplacent très lentement. Et voilà par exemple à droite à quoi ressemble le dessin qu'un témoin a fait de lanterne thaïlandaise. Il a transformé ces lanternes en vaisseau spatial. Moi, je travaille avec le GEPAN depuis une bonne douzaine d'années. En particulier, j'ai fait un travail sur les archives du GEPAN avec 90 observations de lanternes thaïlandaises. Bon, qui présente un grand intérêt pour moi, c'est que c'est facilement identifiable. C'est-à-dire qu'on arrive assez facilement à résoudre l'enquête. Je me suis intéressé à tout un tas de variables liées aux témoins, l'âge, le sexe, le niveau d'études, les émotions ressenties, s'il y avait plusieurs témoins simultanément, la croyance, très important, l'interprétation que la personne faisait, puis le délai entre l'événement et le témoignage. Et bien, les résultats qui ressortent, ils sont assez étonnants. Il y a deux variables qui ont un effet très puissant, c'est le délai et la croyance. Plus le temps s'écoule entre l'événement, l'observation et le témoignage, plus on va avoir de déformation du souvenir, de faux souvenirs. Donc il y a 29% de la production de faux souvenirs qui est expliquée par le délai. Et la croyance a une importance absolument considérable. C'est-à-dire que quand les gens qui observent ces phénomènes dans le ciel croient à l'existence des ovnis, eh ben, ils vont très massivement se créer des faux souvenirs. Et des faux souvenirs donc, qui interviennent pas immédiatement, ce n'est pas l'interprétation immédiate de la scène, ça commence à jouer un petit peu à ce niveau-là. Mais quand on interroge les gens tout de suite, bah, ils vous font un témoignage très descriptif. Donc j'ai vu des points lumineux, orangés dans le ciel, qui se déplaçaient très lentement, sans bruit. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, les croyants ont transformé leurs souvenirs et ils vous décrivent un vaisseau. Donc, immédiatement après, pas de différence entre les croyants et les non-croyants, sur la gauche du schéma. Avec un certain délai, les non-croyants restent stables, restent très descriptifs. Les croyants deviennent beaucoup moins exacts et transforment leurs souvenirs. Incroyable. Et dans le monde judiciaire, est-ce que ça existe, ce type de phénomène de faux souvenirs? Non, on parlait de Ranucci tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Gilles Perrault sur Ranucci, le pull vert rouge, qui est assez impressionnant. Gilles Perrault raconte que peu après l'enlèvement d'une petite fille dans une banlieue de Marseille, je crois que c'est le lendemain matin, il y a un couple qui roule sur une route de campagne déserte, pas très loin de Marseille, et qui a un accident avec une voiture. L'autre conducteur quitte son véhicule, s'enfuit à travers champs, avec un sac sous le bras. Elle disparaît. Donc le couple, bien sûr, va porter plainte et décrit cette scène-là.
très rapidement, la police pense que c'est Ranucci qui est coupable de cet enlèvement et réinterroge le couple. Et là, on a une description de Ranucci qui s'enfuit à travers le champ avec une petite fille sous les bras. C'est ce que raconte Gilles Perrault. Bon, moi, j'ai été témoin, personnellement, d'un cas de faux souvenir très caractéristique. Je suis juge d'appel pour les décisions disciplinaires des universités. Et on a eu récemment un cas d'une étudiante dans une école d'ingénieurs, c'est la seule fille de sa promo. Elle avait déjà été harcelée par les étudiants de sa promo, il y avait un peu une problématique de trauma. Et elle consulte sa copie auprès d'un enseignant harceleur multirécidiviste. C'est-à-dire qu'il tient assez systématiquement la main des étudiantes dans les consultations de copie. Il essaye de les embrasser, etc. Et l'étudiante raconte la scène. Quand je suis entré dans son bureau, il a fermé la porte à clé. Bon, le problème, c'est que cette porte, on ne peut pas la fermer à clé de l'intérieur. Incroyable. Et en toute bonne foi, elle raconte ça. Donc, elle a transformé son souvenir de la scène et elle a diffusé un peu son sentiment d'enfermement avec cette idée de porte que l'enseignant avait fermée à clé. Donc, c'est typiquement un faux souvenir, ce qui ne remet pas en cause d'ailleurs l'ensemble de la déclaration de cette étudiante, parce qu'en plus on a plein de témoignages qui corroborent ce fonctionnement, mais on a quand même un faux souvenir caractérisé. Et évidemment, si ça avait été le seul témoignage, ça aurait été assez compliqué de condamner l'enseignant, parce que ça jette le doute sur l'ensemble du témoignage quand il y a un faux souvenir. Comment faire pour éviter les erreurs et les faux souvenirs? Il faut interroger le témoin le plus vite possible après les faits, et puis recourir à une technique d'entretien qui optimise la remémoration et la restitution des souvenirs, tout en minimisant l'influence de l'enquêteur. Et le message que je veux faire passer, c'est que la manière d'interroger le témoin est en fait beaucoup plus importante que les capacités du témoin. On a vu qu'en fait, les capacités du témoin, ce n'était pas l'essentiel de la problématique, loin de là. Pour aller à l'essentiel, on dispose d'une technique d'entretien qui a fait ses preuves, qui est née en 1984 aux États-Unis, l'entretien cognitif, qui permet d'obtenir 40% d'informations supplémentaires sans accroître significativement les erreurs. Donc cet entretien cognitif, je vous décris très rapidement la chose. Donc dans la version française, on considère qu'on l'a amélioré. On a proposé des nouvelles consignes, une certaine manière de dérouler l'entretien. On pose évidemment d'abord le cadre. On dit pourquoi la personne est là, on se présente, on essaye de la détendre, etc. etc. Hypermnésie, c'est l'idée de bien lui faire comprendre qu'on attend un récit le plus complet possible, ce qui ne va pas de soi. Et puis, on replonge mentalement la personne dans le contexte de l'événement. Une fois que la personne s'est remise dans le contexte, on l'invite à faire un premier récit. On la remercie, on la renforce, on l'encourage, et on va lui demander un second récit avec une consigne de focalisation périphérique qui va l'inviter en fait à reprendre son récit, mais cette fois en essayant d'aborder tous les éléments qui entourent les actions. Parce qu'au premier récit, on raconte essentiellement les grandes lignes des actions. Là, on va s'intéresser à tout ce qui entoure les actions, tous les détails. Et puis, s'il semble que les actions elles-mêmes constituent quelque chose d'important pour l'affaire, on va passer une consigne de reconstitution où, sur une séquence particulière,
on va demander à la personne de faire une description millimétrique de la scène, comme si on voulait la refilmer à l'identique. Et seulement après tout ça, on va pouvoir lui poser des questions. Mais il n'y aura plus beaucoup de questions à poser, parce qu'en fait, elle aura dit énormément de choses. Voilà, c'est ça un entretien cognitif. Moi, j'ai formé des centaines d'enquêteurs à cette technique. 40% d'informations correctes supplémentaires, des taux d'exactitude très bons, peu d'influence de l'intervieweur, un certain respect du témoin de la victime, et en plus, ça peut faciliter la détection du mensonge. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Non, mais c'était passionnant. Je crois que ça a beaucoup intéressé. Je pense qu'il va y avoir des questions du public. Donc, je vais leur laisser la parole. J'ai juste une question très rapide pour vous. Vous avez mentionné qu'il n'y avait pas de données sur les erreurs judiciaires en France. C'est dû à quoi ? Difficile de répondre à cette question. C'est un manque de données, il n'y a pas de divulgation. Non, les données, on les a. Enfin, on pourrait les avoir. Il faut que quelqu'un s'y attelle. Je pense que certaines personnes ont dû avoir cette idée-là. Je pense par exemple probablement à Mukieli. Je ne vais pas poser la question, mais vu sa démarche, je ne serais pas surpris qu'il ait essayé de s'intéresser à ça. Mais le système a tendance à se protéger en quelque sorte. Il y a une certaine opacité. C'est très difficile d'aller questionner des éléments qui ont une sensibilité particulière, quoi. Oui, mais si c'est fait dans d'autres pays, on pourrait imaginer que c'est faisable ici aussi. On pourrait l'imaginer. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Moi, sinon, j'ai plein de questions. Mais... Bonsoir, merci pour la conférence. Vous avez parlé l'importance du délai entre le fait et le témoignage. Est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur plus important qui est le nombre de fois que la personne a déjà raconté l'histoire, a déjà témoigné, puisqu'on sait qu'à chaque réactivation de la mémoire, on peut la modifier ? Alors, ça c'est vrai que c'est une problématique très importante. Bon, à chaque témoignage, il y a pu y avoir des jeux d'influence si l'intervieweur s'y est pas très bien pris. Quand on s'y prend correctement, comme avec un entretien cognitif, on réduit beaucoup le poids des influences qui ont pu s'exercer entre l'événement et cet entretien. Alors, on ne peut pas exclure qu'il y ait une incorporation de faux souvenirs, mais je pense qu'on réduit quand même nettement le risque. Mais si vous voulez me faire dire qu'il faut essayer d'obtenir un témoignage le plus complet possible, plutôt que de répéter à l'infini des témoignages, j'irai dans ce sens-là aussi. C'est une problématique qui s'est posée beaucoup avec les enfants. On s'est aperçu qu'un enfant victime d'abus sexuels, il pouvait faire jusqu'à 25-30 témoignages consécutifs devant des acteurs divers. Et donc on a essayé de travailler là-dessus. Quand je dis on, c'est la police, avec des récits, des témoignages filmés. C'est la méthode Mélanie. Et bon, c'est plutôt convaincant, mais je ne connais pas un juge d'instruction qui ne cherchera pas à réentendre une victime pour se faire lui-même son idée. Je comprends tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que même sans témoignage, on sait qu'un souvenir, nos propres souvenirs épisodiques, autobiographiques, vont évoluer au cours du temps, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'on en discute, on a tendance à éliminer explicitement ou implicitement certains des éléments et reconsolider cette information. Et donc on sait qu'on... Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc plus on attend longtemps et plus surtout on a réactivé ce souvenir, plus on a une probabilité d'avoir déformé légèrement ou... Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Bon, je pense qu'on peut travailler à réduire ce problème, mais ce problème existe. Quelle est la fiabilité d'un portrait robot établi par un témoin? Alors, c'est un peu la même problématique avec les parades. La fiabilité des portraits robots, elle est extrêmement médiocre. Tous les portraitistes, les techniciens de la police technique et scientifique qui font des portraits robots, ils ont dans leur mallette un exemple d'un portrait robot qui correspond parfaitement à un criminel qu'on a pu arrêter grâce à ça. Mais ça, c'est des exemples. C'est pas de la science. On a aussi des exemples de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Il a été arrêté avec le portrait robot d'une autre personne. Et quand on regarde les performances globalement de détection avec les portraits robots, elles sont très faibles, c'est de l'ordre de 12%. On vous donne un portrait robot qui a été fait à partir d'une personne. Cette personne, elle est au milieu de 40 photos. Le taux de détection correct, il est de 12%. Très très faible. Mais c'est pas parce que les témoins sont mauvais. Alors la tâche est compliquée, certes. Mais c'est pas parce que les témoins sont mauvais, c'est parce que la procédure même des portraits robots est problématique. Parce que pour faire un portrait robot, il faut d'abord une description assez complète. Or, les gens ne savent pas décrire autrui. Ils décrivent une silhouette. Vous ne faites pas un portrait robot avec une silhouette. Et donc, il faut faire décrire le visage. Et là, bon, c'est la petite étude sur laquelle je suis passé parce que j'ai été trop long. On s'aperçoit que quand on essaye d'obtenir des informations sur le visage que la personne ne dirait pas spontanément, il y a grosso modo une erreur sur 2. Donc on arrive à un portrait robot qui est par nature médiocre. Mais ce n'est pas la faute du témoin, c'est la faute de la procédure. Oui, ouais. J'ai une question. Vous parliez tout à l'heure de la médiatisation de certaines affaires. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact de la médiatisation sur l'évolution du témoignage? Il y a des études qui ont été faites sur l'influence des journaux sur le témoignage. Moi, ma propre expérience m'amène à penser qu'en fait, dès qu'il y a une médiatisation, ça pose de gros problèmes aux enquêteurs qui ont une pression folle, qui ont plus de mal en fait à travailler rationnellement. Alors les portraits robots, c'est un bon exemple. Quand on véhicule un portrait robot dans la presse, on a des centaines de témoignages. Et le temps d'aller explorer chacune des pistes, en fait, ça empêche les services d'investigation de travailler sur autre chose. Alors, de temps en temps, ça permet d'arrêter le méchant, mais globalement, je ne suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle. J'ai une autre question. Par rapport à la formation de la police et de la gendarmerie, où on en est aujourd'hui par rapport à tout ça? Au niveau de la formation initiale, il y a très peu de choses. Il y en a davantage en formation continue. Moi j'ai beaucoup formé d'enquêteurs en formation continue, mais beaucoup, c'est des centaines. Des policiers, il y en a des dizaines de milliers. La gendarmerie, il y a une quinzaine d'années, elle a essayé de développer un programme d'audition des témoins, victimes, suspects, qui était relativement solide, qui reposait sur les principaux acquis de la littérature scientifique internationale. Moi, j'étais un des experts de ce programme. L'idée, c'était de former la totalité des gendarmes. Alors, il y a eu des stages réguliers pendant quelques années. Et puis, en fait, la formation, c'est la variable d'ajustement par excellence au ministère de l'Intérieur. Et ça a été assez vite abandonné.
Alors je vais reprendre la parole parce que Bon, excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, mais on a encore un peu de temps pour quelques questions. Quand vous parliez justement de vos travaux sur les témoignages biaisés du fait de parades qui étaient, disons, très perfectibles, dans ces cas-là, est-ce que donc vous disiez que les enquêteurs étaient un petit peu embêtés face à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place derrière, ou est-ce que ça remet en cause parfois peut-être certaines condamnations? Est-ce qu'il y a une façon peut-être aussi de faire en sorte que les parades soient plus ou moins validées avec un protocole, qu'elles soient justement vérifiées avec d'autres faux témoins et qu'on puisse les valider comme on a fait avec la salle là ce soir? Bon, il y a beaucoup de questions intéressantes Oui, pardon. dans ce que vous venez de me dire. Bon, sur la manière de pouvoir améliorer les parades, j'en ai dit 3 mots. C'est très facile. C'est ça qui est le plus étonnant, c'est que c'est très facile d'améliorer énormément la qualité des parades. Oui, mais est-ce que c'est fait? C'est comment dire, une de mes pires déceptions, ça. Parce que la justice ne parvient pas à prendre en considération l'importance du problème. Et si elle n'y parvient pas, c'est en grande partie parce qu'en fait les parades sont très rarement remises en cause. Bon, les avocats les regardent souvent à peine et ne sauraient pas nécessairement qu'en dire, même s'ils ont le sentiment que la parade est mauvaise. Alors, il y a quelques cas où des avocats se sont attachés à critiquer des parades d'identification et ont réussi à casser des affaires grâce à ça. Moi, j'étais expert sur une affaire en Suisse où un bon avocat a réussi à libérer son client grâce à la parade d'identification. Mais ça reste très marginal. Donc en fait, il y a tout un tas de mauvaises parades qui passent comme des lettres à la poste. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les policiers eux-mêmes ont du mal à se corriger, même quand ils voient que la parade n'est pas terrible, et ils ne le voient pas toujours. Mais pourquoi ils ne réagissent pas quand ils voient que la parade n'est pas terrible? D'abord parce qu'il peut y avoir une pression du juge qui demande à avoir cet élément dans le dossier. Il y a des contraintes temporelles et des contraintes matérielles. Bon, les contraintes matérielles, c'est les gens dont on dispose, c'est pour ça qu'il faut recourir à des photos. Les contraintes temporelles, c'est le temps de la garde à vue. Même si ça dure 48 heures, en fait, il y a tellement d'éléments procédural que le temps qui est donné pour la parade est insuffisant. Et on arrive à ces parades biaisées. Donc tant qu'il n'y aura pas des avocats qui vont se saisir de ces problèmes, je pense que ça perdurera. Le jour où il y aura une série d'affaires qui sera cassée, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup, une série d'affaires qui seront cassées à cause des parades d'identification, bon, ben là, la police va s'adapter. Elle a une capacité d'adaptation qui est très importante, la police, qui est même, pour quelqu'un qui est dans l'éducation nationale, qui est presque fascinante. Parce que quand il y a quelque chose qui est décidé en haut lieu et que c'est sous peine de nullité, les services s'adaptent avec une rapidité déconcertante. Alors, j'ai juste une dernière question concernant nos capacités. Vous disiez qu'on était plutôt bon finalement pour le témoignage, à reconnaître ou en tout cas à décrire quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut améliorer? Est-ce que si on s'entraîne à décrire des gens, je ne sais pas, hein, mais est-ce que c'est une capacité qu'on peut perfectionner au cours de la vie et devenir un excellent témoin? Il y a plusieurs éléments pour vous répondre. Il y a pas mal d'études qui ont porté sur les policiers comme témoins. Est-ce que les policiers sont meilleurs témoins que les autres? Bon, en fait, non, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ils sont plus sûrs d'eux-mêmes, ils affichent plus de certitude, mais ils ne sont pas meilleurs. Donc des experts en témoignage, a priori, il n'y en a pas vraiment dans la nature. Est-ce qu'on peut entraîner les gens à être de bons témoins?
ça concerne, je pense, surtout le caractère incident de la scène. C'est-à-dire qu'on commence en fait à être bon quand on identifie que la scène est délictuelle ou criminelle. Avant, il y a un problème attentionnel qui fait qu'on va être de très piètres témoins. C'est très facile de démontrer que les gens sont des mauvais témoins. Il suffit d'organiser, comme on l'a fait pendant des générations à l'École nationale de la magistrature, d'organiser une petite scène qui se déroule de manière incidente sans que les gens y prêtent vraiment attention. Et puis après, on les fait témoigner sur cette scène. Bon, ils sont tous très mauvais. Mais à partir du moment où on identifie que la scène est criminelle, là, les témoins deviennent bons. Après, il y a la question de l'apprentissage de la reconnaissance. Est-ce qu'on peut améliorer ses performances de reconnaissance? Il y a pas mal de chercheurs qui s'y sont attelés, moi-même. Les résultats sont extrêmement décevants. Extrêmement décevants parce que le processus de reconnaissance, il est holistique, global. Et quand on entraîne les gens, ils vont se focaliser sur des aspects du visage, sur des traits, sur des parties du visage. Et en fait, ça nuit plus à la reconnaissance que ça ne l'améliore. C'est dommage. Merci beaucoup pour votre attention, votre intérêt. Merci à vous. Merci encore. Donc j'en profite pour dire que la semaine du cerveau se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, dimanche 20 mars. Il y aura 2 autres interventions dans le cadre de l'exposition Esprit critique ici au Quai des Savoirs, samedi et dimanche. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Merci encore pour votre attention et votre présence. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.